Bonjour à tous et bonjour en particulier à ceux qui ne connaissent pas trop, voire pas du tout le catch japonais et qui ont quand même eu la curiosité de cliquer sur cette vidéo là, c'est une bonne idée. Sachez que le but ici, ça va pas être de vous dire le catch japonais, le pur reçu, c'est trop génial, faut que tu regardes, voilà, quelques combats qui sont verts, voilà, c'est pas du tout ce délire là. Ça va être de vous expliquer les différences. Je partirai du principe en fait que vous avez déjà regardé le catch américain, que vous aimez déjà le catch américain. Ça va vous expliquer plutôt les différences entre le catch américain et le catch japonais d'une manière générale, pour que vous puissiez savoir si les traits spécifiques du catch japonais peuvent justement vous intéresser. Et aussi vous expliquer pas mal de trucs pour que vous puissiez appréhender le catch japonais plus facilement. Ça peut paraître un peu bizarre comme idée de dire voilà, je vais faire découvrir le catch japonais sans montrer d'image de catch, parce que dans cette vidéo là vous aurez que ma tête, hein, désolé. Mais moi-même j'ai découvert le catch japonais comme ça, à travers une chronique écrite sur FN Nation par un dénommé Henry Wotton. Et c'est pas tellement à travers le fait qu'il disait le pur reçu c'est génial ou recommandation de match que ça m'intéressait, mais plutôt à travers ce qu'il expliquait comme truc un peu spécifique dans ce style de catch. Et là je me suis senti un peu con de me dire je laisse peut-être dans l'ombre ou de côté un style de catch qui pourrait vachement mieux me correspondre. Donc je vais faire encore plus d'explications que ce que lui avait fait à l'époque. Je vais essayer vraiment d'appuyer sur ces leviers là pour que vous puissiez justement éventuellement vous dire la même chose que moi et découvrir ça. Et puis aussi je me rends compte sur les forums que je lis ou les critiques que les gens font à l'égard de la WWE ou de la TNA à propos du booking ou plein de trucs concernant la WWE, sur des défauts qu'ils signalent, ben c'est souvent pour certaines personnes, ça va être des défauts qu'on va pas trouver nécessairement au Japon, mais pourtant ce sont pas des personnes qui vont regarder du catch japonais. Donc je me dis c'est dommage parce que peut-être que justement, ils seraient plus faits pour aimer le catch japonais que le catch américain à travers les critiques qu'ils émettent à l'égard de la WWE ou de la TNA. Donc justement, là aussi, je me dis, ça vaut le coup de faire quelque chose. Donc j'essaye, si déjà je fais découvrir le catch japonais, ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, je serais déjà très content. Voilà, j'essaie de mettre un maximum de détails aussi en dessous, dans le sommaire, le chrono pour aller directement aux parties qui vous intéressent et organiser la vidéo de la façon la plus carrée possible, pour que vous puissiez faire votre sauce, aller directement aux parties qui vous intéressent, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à poser des questions, et puis à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc j'attaque parce que j'ai pas mal du coup de trucs à dire. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que le pur reçu? Alors d'abord, le mot pur reçu, c'est un mot qui a été inventé par un internaute japonais qui s'est expatrié aux États-Unis pour pouvoir éviter de dire à chaque fois Pro Wrestling from Japan. En gros. Il a simplement transcrit en lettres latines la manière dont les Japonais prononcent le mot Pro Wrestling. Ils disent en gros Pure Wrestling, un truc comme ça, donc pur reçu. Voilà. Donc ça désigne pas à proprement parler un style, mais tout simplement juste le catch provenant du Japon. Et quand on dit ça, en fait, ça renvoie à une énorme multitude de styles. Il faut savoir qu'au Japon, il y a eu énormément de styles de catch différents qui ont été faits. Du catch extrêmement réaliste, du catch hardcore avec des explosions et tout, des barbelés, des trucs. Du catch avec plein de voltige plus style lucha libre, des trucs plus mainstream, pas trop éloignés de la WWE, ou alors des trucs un peu plus de geek, enfin vous voyez. Bref, l'idée c'est qu'il y a clairement forcément un puro qui peut vous plaire. Voilà. Maintenant, la question c'est de dire, bah oui mais du coup si ça renvoie à une multitude de trucs, comment tu vas faire pour pouvoir en parler? Parce que ça va être forcément pas toujours être vrai selon machin. En fait il y a quand même 80% à peu près, je dirais, un truc comme ça, de ce qui est produit comme catch au Japon qui possède quand même pas mal de traits en commun. Et c'est donc de ce puro là que je vais parler. Donc en fait ce 80% ça correspond en gros à ce que produisent les fédérations principales. Je vous balance quelques noms, New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Noah, et là, tout récemment, peut-être aussi Wrestle One. Voilà. Donc, quand je dirais dans le catch japonais nanana ou dans le puro nanana, ça parlera de ces 80%-là de ce que produisent les principales fédérations. Voilà. Il fallait le préciser quand même. Alors, le problème de la langue. Tout simplement, on peut penser que c'est un problème le fait que le catch japonais, forcément, ça se passe au Japon et qu'on comprend rien au japonais, et on se dit comment moi je vivrais le catch de la WWE si finalement je comprenais pas l'anglais ou si c'était pas traduit en français, selon où on regarde. Et forcément, je pense qu'on se dit que c'est un problème potentiel parce que on s'habitue à l'idée que finalement pour faire avancer les choses dans le catch, il faut quand même comprendre ce qui se dit dans les promos ou dans les segments au micro, trucs comme ça. Parce que c'est comme ça que la WWE fait avancer ses storylines, fait avancer ses rivalités, crée les personnages, etc. En fait, au Japon, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est bien pratique. Au Japon, on va dire que les actions parlent à la place des mots. C'est vraiment par les actions que les choses vont se passer. C'est le premier truc qu'on peut retenir. Et d'ailleurs, ces actions-là, c'est plus souvent des actions pendant les matchs. Donc ça, c'est vraiment pratique.
Du coup, comprendre le japonais, je suppose que c'est un gros plus, mais on peut largement kiffer sans comprendre le japonais. C'est mon cas, c'est le cas de la plupart des fans de catch japonais que je connaisse qui ne sont pas des natifs japonais. Donc en fait, ce problème de la langue, c'est pas un problème du tout en réalité. Voilà. Alors du coup, vu qu'il n'y a pas ces segments, vu qu'il n'y a pas de segments de promo micro compréhensibles, entre guillemets, est-ce qu'il y a vraiment des storylines? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses rivalités? Est-ce qu'il y a vraiment des gimmicks et tout ça? Oui, il y a. Tout ça, comme je le disais, c'est fait à travers les actions, et la plupart du temps à travers les actions pendant les matchs. Du coup, un autre truc qu'on peut retenir, c'est que en regardant uniquement les matchs, on peut complètement tout saisir. Alors que dans le catch américain, la plupart du temps, il faut quand même aussi regarder les segments ou savoir ce qui s'est passé pour tout comprendre. C'est quand même une part beaucoup plus importante. Du coup, ça fait quand même une façon de lire les choses assez différente, puisque je dirais que dans le catch américain, on a des choses qui sont annoncées et préparées vachement à l'avance. Si deux gars se détestent, on va le savoir avant que le match commence. Finalement, dans le catch japonais, les haines entre les lutteurs, elles peuvent démarrer pendant les matchs. Tout peut démarrer pendant le match, ou pour se voir pour la première fois pendant le match, etc. Donc c'est vraiment très différent. Et tout est fait comme ça. Tous les traits de caractère, les gimmicks, on va les développer pendant le match à travers les actions, à travers les choix qu'un lutteur va faire, etc. Du coup, le fait que ce soit moins explicite, parce que vraiment le catch américain c'est explicite puisqu'il nous dit, si un gars déteste un autre, il va nous dire je le déteste quelque part. Bon. Le fait que ce soit moins explicite au Japon, ça peut gêner certaines personnes qui aiment bien que les choses soient bien posées à l'avance, pour qui je suis censé être, qui est qui là-dedans, etc. Maintenant, comme je le disais déjà, ça a un côté vachement pratique, parce que comme on ne comprend pas le japonais, au moins on peut quand même comprendre les actions. Bon. Mais je trouve qu'il y a aussi un côté assez agréable, ça c'est peut-être plus perso, c'est une question de goût, parce que ça a un côté aussi plus nuancé, parce que moins explicite. Il y a un côté moins net, les choses sont peut-être un peu plus libres à l'interprétation quelque part, et du coup ça offre aussi un côté un peu plus subtil. Donc voilà, c'est une question de goût, mais je pense que quand même il y a beaucoup de gens qui aiment justement cette forme de subtilité-là. La preuve, c'est ce que je disais sur le fait des critiques sur les forums. Les gens aiment bien par exemple voir un heel turn qui n'est pas annoncé au micro, mais qui se fait pendant un match à travers un choix d'un lutteur. C'est toujours des moments forts. On en a peut-être un peu plus de trucs qui se font à travers les choix pendant les matchs, pour ces raisons-là. Alors du coup, j'ai déjà entendu ça, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils ne connaissent pas trop le catch japonais, ou au premier abord comme ça, de façon un peu une première impression, certaines personnes vont dire que les lutteurs japonais sont un peu fades, sont pas très charismatiques, qu'il y a une forme de minimalisme dans leur comportement, comme ça, voilà. Je pense que c'est une impression que les gens vont ressentir au début, par contraste avec ce qu'ils ont toujours connu aux États-Unis, où les choses sont, comme je disais, très évidentes. Il faut savoir que du côté des Japonais, et j'ai lu des interviews comme ça, c'était assez intéressant, quand ils ont découvert le catch américain, eux, ils ont l'impression que tout est trop évident, trop gros, tout est trop en fait. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas se formaliser d'un côté ou de l'autre, il faut juste aller passer outre et voir le style japonais comme juste une forme d'un peu plus de subtilité et tout ça. Voilà, ça a du bon, peut-être aussi du mauvais, mais voilà. Faut pas se dire je les trouve pas intéressants et puis basta, je zappe. Alors du coup, à travers ce que je disais là, le fait de ne pas montrer les choses de façon trop explicite, tout ça, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de façon nette des heels et des face. Heel et face, gentil, méchant, entre guillemets, favori de la foule, pas favori de la foule. Bref. On a plutôt au Japon, je dirais, des déclinaisons de la masse grise entre le blanc du face et le noir du heel, si vous voulez, pour faire un peu le truc manichéen. Voilà, on a plein de déclinaisons de cette masse grise. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on entend parfois pour parler du catch américain des lutteurs qui ne sont ni heel ni face, mais donc twinners. On utilise parfois ce terme-là. C'est comme si vous voulez, si au Japon, la majorité des lutteurs étaient des twinners avec des penchants plus ou moins, sur l'idée, avec un penchant un peu plus face ou un peu plus heel selon les moments et selon leurs actions. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que là encore, sur les forums, lorsque les gens parlent des choses qu'ils aiment bien ou qu'ils n'aiment pas forcément dans les fédérations américaines, on se rend compte que les twinners sont assez populaires en général. On a eu CM Punk qui était comme ça il n'y a pas très longtemps lorsqu'il avait fait son heel turn sur Jeff Hardy. Je sais plus, c'était en 2009, un truc comme ça. Et plus récemment encore, en 2011, quand il avait fait sa promo qui avait fait sensation,
Il n'avait pas un rôle totalement face ni totalement heel, comme ça c'était intéressant. Randy Orton avait été comme ça pendant des périodes aussi. Et souvent ce sont des lutteurs qui plaisent bien. Donc justement je me dis peut-être que les gens qui aiment bien ces lutteurs qui sont peut-être un peu plus... On se retrouve peut-être un peu plus chez eux parce que personne n'est totalement gentil ou totalement méchant, enfin voilà. Et ça se voit pas forcément si on est mauvais, vous voyez. C'est un côté plus naturel, plus réaliste, ce qui n'est pas forcément bien. Mais pour le coup, il y a certaines personnes qui apprécient mieux ça. Et je me dis notamment ceux qui plébiscitent tout le temps les tweeners, trouvent que c'est des personnages intéressants. Donc voilà. Il y a quand même des exceptions, bien sûr. Il y a quand même des lutteurs qui sont des gros gentils ou des gros méchants, entre guillemets. Notamment les gaijin. Alors les gaijin, c'est les étrangers, c'est-à-dire les lutteurs qui ne sont pas japonais. On a des Européens, des Mexicains, des Américains, bref. Gaijin, ça veut dire étranger en japonais. Qui ont tendance à reproduire ce que peut-être justement culturellement ils ont toujours vu, c'est justement avoir un personnage très net comme ça, très marqué, où on sait tout de suite dès le début que c'est un heel ou un face. Voilà, il y a quand même des exceptions, mais il y a beaucoup plus de justement de lutteurs un peu de type tweener. Sachez-le. Alors du coup, avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, le fait que tout se passe par les actions et que c'est un peu plus subtil, je voulais parler un peu de la différence que ça entraîne au niveau de la logique et de la psychologie à l'intérieur des combats. Vu qu'on n'a pas le côté binaire, on va dire heel contre face qui concerne quand même la majorité des combats US, et à la limite, quand on a deux face qui s'affrontent, souvent il y en a un qui prend un rôle un peu de heel juste pour l'occasion. Voilà. Quand on est habitué à ce style-là, quand on arrive devant un match de catch japonais, ça peut paraître déstabilisant parce que inconsciemment, je pense, on cherche un petit peu à savoir pour qui je suis censé être, quoi, un petit peu. Ou au moins chercher cette dynamique-là, même si on ne veut pas forcément embarquer pour celui pour qui on est censé embarquer, au moins de savoir un petit peu ce qu'eux veulent faire. C'est un peu un truc inconscient comme ça. Et du coup, au Japon, ils vont essayer de vous faire embarquer pour un lutteur ou un autre, mais ça va être à travers ce qui se passe pendant le combat et pas donc des choses en amont. Mais aussi, ça peut changer plusieurs fois pendant le combat. C'est-à-dire que vous pouvez être pour un lutteur X pendant les 5 premières minutes, puis après, selon ce qui va se passer, vous allez être pour le lutteur Y, puis revenir pour le lutteur X à la fin, enfin bref. Donc ça, c'est des trucs qu'on voit jamais aux États-Unis, et ça peut être déstabilisant à mon avis. Alors je vais prendre un exemple pour un peu illustrer ça. Aux États-Unis, par exemple, si par avance, on sait qu'on a un match par équipe avec une équipe face et une équipe heel, on sait très bien qu'il n'y aura pas de hot tag de la part de l'équipe heel, c'est-à-dire un des deux lutteurs de l'équipe des heel, dominé pendant 5-10 minutes par l'équipe des face, puis qui finalement réussit l'exploit de se dégager, puis de faire le changement à son partenaire qui va défoncer les deux autres tout seul, etc. Ça, on ne le fera jamais avec l'équipe heel, parce que dans l'idée, on ne veut pas que les heels soient encouragés du tout. C'est comme si on voulait vraiment préserver le fait qu'ils soient heel à 100% et tout ça. Donc il n'y aura jamais de scénario où les heels pourraient être encouragés. Au Japon, ils se prennent pas la tête avec ça parce qu'ils ont moins ce côté heel contre face. Du coup, voilà, c'est assez naturel que ça conditionne aussi la logique des matchs et la psychologie derrière et tout ça. Donc, il faut vraiment pas chercher ça. Et là encore, si ça, c'est quelque chose comme ça qui pourrait vous intéresser, allez voir le catch japonais. Et puis, si justement vous voulez vraiment qu'il y ait ce côté heel face, a priori, ça va être un problème. Voilà. Alors du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, j'avais envie de parler un petit peu du public japonais, parce que le public japonais est assez différent du public américain, ça peut être quelque chose qui peut un petit peu déstabiliser, surprendre au début à la limite. Et je ne sais pas vraiment si le public est comme il est du fait du produit de catch japonais qui est donc différent avec tout ce que je viens de dire, ou si le produit est japonais du fait du public qui est comme il est. Vous voyez, je ne sais pas qui est l'œuf, qui est la poule là-dedans, on va dire c'est comme ça. Bon, pour résumer, la différence que je pourrais dire entre le public japonais et le public américain, c'est que le public japonais il est plus de type, je dirais, spectateur, quand le public américain est plus de type supporter. Alors ça peut venir de la culture des sports des deux pays. C'est vrai qu'au Japon, les sports individuels ont toujours une plus grosse place, notamment avec des trucs comme le sumo ou le judo, les sports de combat de manière générale. Alors qu'aux États-Unis, on a plus cette culture du supporter, d'une équipe, de l'équipe de l'université ou du collège, voilà, de l'équipe du coin, tout ça. Voilà, quand on va au stade, c'est un petit peu plus pour exprimer le public qui supporte son équipe et qui l'aide à gagner un petit peu, qu'on est derrière eux, machin. Donc ça je sais pas, c'est une hypothèse, peut-être ça vient de là. En tout cas, à l'intérieur d'un même match, c'est pas rare que le public japonais encourage un lutteur, et puis plus tard dans le match encourage l'adversaire, puis plus tard revient à encourager le premier lutteur, etc.
sans que voilà, les lutteurs fassent des turns ou n'importe quoi. C'est juste que selon le momentum du match, selon la dynamique du match, ils vont embarquer comme ça. Et ce qui est agréable là-dedans, enfin moi je trouve ça agréable en tout cas, c'est que j'ai l'impression que c'est un public qui est plus en train d'extérioriser ses réactions, un petit peu comme ce qu'on pourrait extérioriser dans son salon en regardant le match, plutôt qu'exprimer ce qu'il pensait déjà avant, en amont des lutteurs. Ça c'est un côté quand même qui peut être gênant aux États-Unis parce que, prendre un exemple, mais même si John Cena sort un super match, il y a des gens qui ne l'aiment pas et du coup ils vont chanter You Can't Wrestle, ils vont même pas le siffler, parce qu'à la limite qu'ils le sifflent, qu'ils l'aiment pas, c'est pas un problème, mais ils vont chanter You Can't Wrestle même quand ils montrent le contraire, quoi. Il y a un côté un peu m'as-tu vu là-dedans, un petit peu voilà, j'aime bien les deux lutteurs, je vais chanter This Is Awesome, etc. Et du coup, je sais pas, moi je sais qu'il y a pas mal de monde, j'en fais partie, qui finissent par préférer le public japonais qui est pourtant peut-être un peu moins bruyant, pour ce côté donc moins autoritaire et plus quand ils réagissent on sait que c'est parce qu'il y a vraiment eu quelque chose de spécial de créé. Alors évidemment selon que les lutteurs soient plus ou moins appréciés ça va faire plus ou moins de bruit, mais voilà, c'est un trait que je trouve spécifique au catch japonais, le public, et que je trouve assez intéressant. Alors maintenant je vais parler un petit peu des pushs et de la hiérarchie. Ça c'est un truc qui est très souvent cité comme une des gênes principales que les gens ont vis-à-vis de la WWE, même de la TNA. Je m'explique un peu. À la WWE, les pushs, la hiérarchie, si vous voulez, entre les lutteurs, qui sont les meilleurs, machin, ça va vachement varier en fonction des storylines. À l'exception de certains lutteurs qui sont planqués, qui sont sûrs de tout le temps être des putains de stars, genre John Cena, on peut le voir sur des gars plus dans le mid-card. Donc en fait, selon, par exemple, que le gars il a une rivalité en cours, il va faire une série de victoires tranquillement, et puis quand sa rivalité va finir, il va se retrouver à perdre contre les mêmes lutteurs qu'il a battus avant, parce que ça sera autour d'avoir une rivalité, je sais pas quoi. Ça donne un côté comme ça artificiel. Alors on a eu des exemples récents, par exemple Ryback, il y a un an il défonçait tout le monde, jusqu'à arriver avec des main eventers, et ensuite il a pas mal perdu de matchs. Voilà, là par exemple à LNSL dernier, il a été battu assez facilement par CM Punk, il y a un an c'était lui qui défonçait CM Punk, qui a dû tricher pour s'en sortir, machin. Même chose avec Wade Barrett qui à un moment donné était super fort, ensuite il est complètement pourri, etc. Ça laisse vachement de zone d'ombre et puis ça fait des trucs un peu cousus de fil blanc comme ça, et ça c'est vraiment un truc, je crois que tous les fans de la WWE quasiment n'aiment pas. Bon, ça c'est vraiment une des forces je pense du catch japonais, c'est que là-bas la hiérarchie passe vraiment, c'est vraiment une base solide sur laquelle vont se créer des storylines. Les storylines ne passent pas, comme c'est le cas aux États-Unis, avant la hiérarchie. Donc si vous voulez, c'est une vraie base. Et les choses là-dedans évoluent de façon progressive et naturelle. Un petit peu comme ça peut évoluer dans le sport, dans les sports individuels notamment, où on ne devient pas le meilleur tout d'un coup, où on ne se casse pas la gueule d'un coup, voilà. On gravit les échelons, un jeune va gravir les échelons petit à petit, à moins que ce soit un prodige et qu'il explose, comme je sais pas, comme des gars comme Nadal ou Teddy Riner dans leur sport. Voilà. Donc on peut évidemment quand même avoir des exploits, mais comme dans le sport, quand il y a un exploit, eh bien, ça fait réagir sur le coup et tout, c'est fort, machin. Et après on se dit, mais arrivera-t-il, celui qui a fait l'exploit, à confirmer, à le reproduire, etc. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Ça, donc comme je disais, c'est une force, mais en plus, ça va entraîner un autre truc que je trouve assez positif, c'est que l'obtention des titres, du coup, c'est un peu moins une fin en soi. Aux États-Unis, je dirais que quelque part, le fait d'avoir le titre, ça symbolise que tu es le meilleur. Donc en fait, c'est un peu le jeu de celui qui arrive à choper la ceinture comme il peut, et puis une fois que tu as la ceinture, tu peux dire je suis le meilleur, même si tu l'as eu en trichant ou truc. Alors qu'au Japon, je trouve que voilà, c'est vraiment le titre va venir comme un accessoire qui va confirmer le fait que oui, tu es en haut de la hiérarchie, pas forcément le meilleur, mais un des tout meilleurs, quoi. C'est un peu différent. Enfin moi, c'est un ressenti que j'ai pas, voilà, j'imagine pas un mec réussir à devenir champion en trichant. Après lui, il sera déjà parmi les tout meilleurs, et peut-être la triche va lui donner le petit coup de rein supplémentaire, mais voilà, on n'aura pas ce genre de règne comme on a eu par exemple avec The Miz récemment. Voilà. Alors après, il y a un autre truc qui entraîne aussi, qui consolide cette hiérarchie au Japon, qui est assez présent, c'est les pushs et la hiérarchisation en fonction des poids des lutteurs, du gabarit, et de l'impression de force et de violence qu'ils vont dégager. Du coup, on va avoir une division poids léger qui est appelée Junior Heavyweight. Donc, junior, ça ne veut pas dire par une catégorie d'âge, mais par une catégorie de poids, qui est très très présente dans quasiment toutes les fédérations majeures au Japon. Alors, même si ça ne renvoie pas à une catégorie d'âge, normalement, souvent on se trouve avec les jeunes lutteurs qui, lorsqu'ils sont jeunes, sont un peu plus gringalets et se battent avec les Junior Heavyweight, donc avec les poids légers,
Puis ensuite, en vieillissant, ils prennent de la masse musculaire, ils prennent un peu comme ça une impression de force naturelle, et passent chez les poids lourds et tout ça. Donc je trouve ça assez agréable aussi de suivre un lutteur vraiment du début, où il se galère, il gravit les échelons, et puis comme ça. Enfin, voilà, ça augmente aussi l'attachement qu'on peut avoir des lutteurs qu'on a vu passer les étapes une à une, tout ça. Donc voilà, et ça favorise vachement l'intérêt sur le long terme. C'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vraiment une des principales forces du Puro par rapport au catch américain, comme ça un petit peu plus sur l'air du temps, voilà, un peu plus fast-food. Le gars il est à la mode, il torche et tout, et puis quand il est plus à la mode, paf, on le fait perdre, et merci. On se retrouve à avoir des dépouches qui font froncer le sourcil, on se dit bah, pourquoi Evel Barrett il est dépouché, pourquoi on ne le voit plus, machin. Voilà, ça on l'a pas dans le Puro, c'est vraiment une force. Donc là pour le coup c'est même pas, je demande même pas est-ce que ça pourrait vous plaire. Je pense que ça c'est vraiment un truc que à peu près tous les gens apprécieront. Alors, maintenant je vais parler un peu plus de choses qui concernent vraiment le style in-ring, un peu plus dans la logique des matchs, je vais aller un peu plus dans le détail. Je vais commencer par parler ici de la valeur des moves. Ce que j'entends par valeur des moves, si vous voulez, c'est les dégâts que les lutteurs, dans leur comportement dans le ring, vont attribuer aux moves. Par exemple, une claque, soit tu peux te rouler par terre, genre t'es KO, soit tu peux refaire style, ça te fait pas grand chose, etc. Voilà. Bon. J'en parle et ça me paraît être quelque chose de fondamental dans le catch, même si on réagit quand on voit des beaux trucs et tout ça, surtout au début. Souvent ensuite, plus le temps passe, plus on a l'habitude de regarder du catch, plus c'est l'impact que ces moves-là vont avoir dans le déroulement du match, les dégâts qu'ils vont infliger, si vous voulez, qui vont jouer un grand rôle dans notre réaction. Prendre un exemple, les finishers des lutteurs vous font réagir, pas spécialement parce qu'ils sont plus beaux, plus spectaculaires à voir qu'un autre move, mais parce qu'on sait que là, attention, c'est un truc qui va vraiment torcher l'adversaire et que c'est peut-être la fin du match. Voilà. Donc pour bien apprécier un match, il faut bien comprendre la valeur des moves. Logique. Et c'est un truc assez inconscient en fait. Au bout d'un moment, on se pose même plus la question de savoir, tiens, ce move-là, ça vaut tant. Enfin, vous voyez, c'est pas aussi réfléchi que ça. Et du coup, je pense qu'on peut facilement être paumé au début quand on regarde un match de catch japonais. Bon, peut-être, c'est pas forcément tout le temps le cas. Ou même se faire chier. Et ça peut venir de ça. Pensez-y, si jamais vous êtes un peu perdu dans un match de catch japonais où vous faites éventuellement un peu chier, vous dites-vous peut-être que j'ai pas réalisé que là le mec vient de prendre méga cher parce que je me suis pas dit que ces moves là ils faisaient particulièrement mal, ou voilà. Ça peut venir d'un décalage comme ça. Après, selon les lutteurs, vous allez voir, il y en a qui vont plus ou moins vous faire comprendre à quel point les moves font mal selon leur acting, donc c'est la manière dont on vend le coup de façon très ponctuelle avec les expressions du visage, ou avec le selling, c'est plus la manière où ça va entraîner un dégât sur le plus long terme dans le match. Voilà. Donc voilà, faites attention à ce décalage entre les dégâts que l'on attend nous d'un move et ceux qui sont traduits dans le match selon voilà, les différences culturelles qu'on peut avoir aux États-Unis ou au Japon. On s'habitue vite, c'est pas un truc de fou non plus. Donc du coup, je vais vous donner quelques exemples, histoire de trucs où il y a des gros décalages entre par exemple des trucs qui font beaucoup de dégâts au Japon et qu'on n'attend pas comme faisant beaucoup de dégâts aux États-Unis et l'inverse. Donc parmi les trucs qui font beaucoup plus de dégâts dans la manière dont c'est vendu au Japon et aux États-Unis ça passe un petit peu comme ça, comme un autre move, il y a tout ce qui est frappe déjà. C'est-à-dire tout ce qui est coup de poing, coup de coude, coup de pied au visage, au Japon, c'est ultra violent. C'est-à-dire que ça peut être on peut foutre un KO à un gars juste avec un coup de coude. Du coup, comme les frappes sont pas mal mises en valeur, d'ailleurs, je vais le redire tout à l'heure, il y a des différences, mais les frappes point fermé sont interdites dans tous les types de catch normalement. Au visage, c'est main ouverte et au corps, on peut faire point fermé. Du coup, quand un lutteur triche et utilise le point fermé au visage, normalement, l'autre il est censé être moitié KO direct. Ce qui est très réaliste, puisque tu prends un coup de poing dans la gueule, normalement t'es KO. Donc il y a tout ce qui est frappe, ça fait beaucoup plus de dégâts au Japon qu'aux États-Unis en général. Tout ce qui est. Aux États-Unis, c'est plus histoire de placer son adversaire ou de communiquer juste le temps de faire 3-4 frappes pour faire un plus gros move derrière. C'est plus des trucs de transition limite. Un autre gros décalage, c'est tout ce qui est suplex. German suplex, enfin bref, belly to belly, side suplex, enfin bref, il y a plein de variations. C'est considéré comme des finishers pour n'importe quel lutteur la plupart du temps. Un German, qui que ce soit qui le porte, même si c'est pas le spécialiste du German, si un German sort, ça peut finir le match. Voilà, c'est violent. Et l'autre truc aussi, c'est tout ce qui est clothesline, coup de la corde à linge, pour peut-être en français. Les Japonais appellent ça les lariat, ou lariato, souvent ils disent d'ailleurs. Ça, souvent, c'est des gros finishers. Il y a plusieurs grands lutteurs de l'histoire qui ont utilisé ça comme un finisher, et du coup, ça a été, voilà, je pense à des Stan Hansen ou des Riki Choshu, et du coup, dans l'esprit, ça peut finir un match. Tu prends le bras d'un gars dans la gueule, hop, t'es KO. Voilà. Selon la violence qui est dégagée aussi dans le move.
Donc ça c'est l'exemple de moves là qui sont vendus comme beaucoup plus puissants au Japon qu'aux États-Unis. Maintenant il y a le contraire. Donc faites attention aussi quand vous voyez au Japon des moves qui sont des finishers de lutteurs très connus aux États-Unis, mais pas forcément au Japon. Par exemple, si vous voyez un tombstone au Japon, ça ne veut pas dire que le gars il va se faire défoncer. Un tombstone pile driver aux États-Unis, c'est attention, parce que l'Undertaker. Voilà. Au Japon, on le voit assez régulièrement ce move-là, et ça finit pas le match nécessairement, c'est même pas forcément considéré comme une méga boucherie. Même chose avec un RKO, enfin vous voyez. Il y a ça qui est vendu comme beaucoup moins dévastateur au Japon qu'aux États-Unis. Et il y a aussi tout ce qui est frappe avec des objets, que ce soit des coups de chaise ou des trucs comme ça. Souvent aux États-Unis, c'est le truc le plus violent, limite ça passe presque au-dessus des finishers. Au Japon, voilà, ça sera vendu à peu près comme une frappe classique, peut-être un peu plus gênante, mais surtout c'est le côté sournois et un peu bâtard qui va ressortir plus que vraiment les dégâts hyper violents que ça inflige. Voilà, des petits exemples, mais voilà, juste pour dire, faites attention à ça. Alors maintenant je vais parler d'un truc qui est assez important, c'est le rapport au finisher et la différence de focalisation entre le catch japonais et le catch américain. Donc en fait, dans le catch japonais, l'attention elle est plutôt sur le lutteur qui encaisse les coups, qui défend, et dans le catch américain, c'est plutôt sur le lutteur qui attaque, qui porte les coups. Voilà, donc je m'explique. Dans le catch américain, à WWE par exemple, on a l'habitude de plutôt attendre les finishers. On sait très bien qu'un combat peut se terminer quasiment que via un finishing move. Ou alors avec un overbooking, un truc avec un coup de chaise ou une triche ou je sais pas quoi, mais voilà, ça c'est plus des exceptions. Voilà, 90% du temps, c'est avec un finisher. C'est vraiment, ça a une place absolument primordiale à la WWE et dans le catch américain d'une manière assez générale. Peut-être pas les fédérations indies, mais voilà. Et c'est comme ça depuis longtemps. Donc en fait, le but de ça, c'est d'augmenter vraiment l'intérêt sur ce move-là et de rendre presque un truc un peu stratégique autour du move. C'est-à-dire que y a deux trucs, souvent les lutteurs américains aiment bien nous faire comprendre attention, je vais tenter mon finisher parce que finalement ça génère de l'intérêt et c'est ça qui va être intéressant dans un match, c'est pour ça qu'ils nous le font comprendre avant même de le faire. Et puis souvent, tous les moves qu'ils vont faire, ça va être dans l'optique de pouvoir placer son finisher ou de faire encore plus mal avec son finisher, ou alors de prévenir le finisher de l'adversaire, c'est-à-dire de l'empêcher de le placer ou je sais pas quoi. Il y a toujours ce rapport-là au finisher. Ce qui fait que ça a de l'intérêt à ce niveau-là, parce que ça peut faire des jeux de tactique comme ça éventuellement, mais ça peut diminuer grandement l'intérêt aussi, parce qu'on va avoir des lutteurs faire des tombées sur des moves intermédiaires, genre, je sais pas, Randy Orton qui va faire un tombé après un power slam, alors qu'il n'a jamais gagné un combat avec un power slam. À la limite, il y a toujours des gens qui vont chanter 1, 2, oh, seulement 2, genre, alors que bon, on sait très bien que ce ne sera jamais la fin du match. Ça, à la limite, ça peut arriver au Japon par rapport à la différence de focalisation, je vais y revenir juste, mais je finis avec les Américains. Et du coup, je pense que ça diminue grandement l'intérêt et l'effet de surprise de se dire, voilà, il y aura toujours un rapport avec le finisher pour la fin du match. Et pour un peu que le lutteur il ait genre qu'un seul finisher, ce qui est le cas quand même de pas mal de lutteurs, bah ça limite quand même pas mal de scénarios. Donc voilà, au Japon par contre, la différence c'est qu'on va porter l'attention sur celui qui défend, qui encaisse les coups. Et l'idée c'est plus de savoir où en est ce lutteur-là, celui qui se galère, qui est en train d'encaisser. Et on se pose la question, si vous voulez, on n'a pas de barre de vie, mais c'est un peu comme si on avait une barre de vie dans un jeu de baston. On se pose la question, est-ce que le coup qui vient d'arriver, c'est pas le coup qui vient de finir sa barre de vie, et là il va pas pouvoir se dégager. Donc du coup un finisher, ce qu'on appelle un finisher, ça va un peu avoir le rôle d'un super ou d'un ultra dans un jeu de baston. C'est-à-dire un coup où on sait que ça prend beaucoup, ça va énormément faire de dégâts, et du coup il y a des chances pour que ça finisse l'autre, quel que soit à peu près l'état de fatigue et de stun un petit peu où il en est. Bon. Maintenant c'est pas gagné, et à la limite tu portes un finisher genre un Tiger Driver, le gars se dégage, tu peux à la limite, ça se trouve il est à deux doigts de craquer, donc tu lui mets juste un bon gros coup de poing des familles, et tu tentes de tomber, et là tu peux gagner sans problème, tu as fait un petit peu la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait craquer l'adversaire. Ça peut pas arriver aux États-Unis parce que on focalise sur le finisher. Si Randy Orton faisait un RKO, l'adversaire se dégage, et là Randy Orton fait un power slam et gagne, les gens vont dire ah il a gagné avec un power slam. Ils vont pas se dire il a gagné parce qu'il a fait le power slam après le RKO et que ça a accumulé en fait. C'est pas comme ça qu'on regarde le match. Voilà, je sais pas. Voilà, tout a été fait autour de ça, donc maintenant c'est comme ça. Et du coup à la limite, il y a un autre truc qui va avec ça, c'est qu'au Japon,
il y a des finishers, je dirais, qui sont valables pour tous les lutteurs. C'est-à-dire il y a certains lutteurs qui ont leur finisher à eux, hein, comme aux États-Unis, genre Okada, il a un finisher qui s'appelle le Rainmaker. Il n'y a que lui qui fait ça. Bon, c'est une forme de l'aria, enfin de clothesline. Bref. Mais il y a aussi des finishers comme les German Suplex ou le Tire Driver, où n'importe qui peut utiliser ce move-là, et ça sera considéré comme un très très gros move qui, attention, peut finir le match. Donc du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de vrais near falls au Japon, de tomber où on se dit attention, ça peut être la fin et tout ça. Et ça change quand même l'attention. On va porter plus d'attention sur le selling du gars qui encaisse les coups, avec l'idée où il en est un petit peu. Est-ce qu'il est prêt à craquer? Est-ce que justement il est encore en état de faire un retour dans le match ou quoi? Et l'idée, c'est quand le gars ne prend pas de coups pendant un moment, il a totalement récupéré. C'est comme si sa barre de vie était revenue à fond. Et puis, plus il prend des coups, plus ça descend, etc. C'est un peu à peu près comme ça que ça se vend. Après, il y a des subtilités, mais ça, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais ça, c'est vraiment un truc, peut-être la différence la plus fondamentale entre le catch japonais et le catch américain, et un truc qui valait le coup d'être dit, c'est clair. Alors maintenant, je vais parler des différents styles à l'intérieur du puro traditionnel. Je dis puro traditionnel juste pour bien vous faire comprendre que je ne vais pas reparler du fait que dans le catch japonais, il y a plein de trucs différents, comme j'ai dit tout à l'heure, hardcore, shoot style, machin. Mais dans les 80% dont j'ai parlé tout à l'heure de ce que, on va dire, qui sort des principales fédérations, New Japan, All Japan, Noah et maintenant Wrestle One à la limite, à l'intérieur de ce que produisent ces fédérations-là, il y a quand même des variations. Donc c'est comme on va dire des sous-genres, mais qui forment des différences d'approche. J'avais envie d'en parler rapidement. Il y a notamment le recours plus ou moins fort aux techniques d'arts martiaux et à des techniques de combat légitimes. Ça, on l'a pas mal vu notamment à la New Japan, plus que dans les autres fédérations. C'est ce qui a formé le style qu'on appelle le Strong Style, et l'idée c'est que on ait une moins grande collaboration entre les combattants. C'est-à-dire que quand un lutteur exécute un move, l'autre n'a pas besoin de collaborer avec lui pour aller bumper ou faire style que le move fait des dégâts. Vraiment, ça va être violent. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu notamment avec Brock Lesnar et John Cena en 2012. Il y a le côté, voilà, Brock Lesnar il utilisait des amenés au sol par exemple qui sont légitimes. Cena il n'a pas besoin de se laisser faire, l'autre il met vraiment au sol, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un côté un petit peu comme ça intéressant. Ça va être plus notamment la New Japan que dans les autres fédérations. Il va y avoir le côté aussi, le recours à des coups plus stiff, c'est-à-dire de porter des coups avec un peu plus d'intensité physique dedans. Et du coup là, a priori, on va avoir l'impression que c'est plus violent. Voilà. Alors ça c'est marrant parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que certains aiment le puro parce qu'il y a ça. Parce que c'est un des premiers trucs qui saute aux yeux quand on regarde du catch japonais, on se dit mais ils sont plus stiffs, ils sont plus violents que les autres. Alors du coup c'est sûrement pour ça que les gens aiment le puro. Non, pas du tout. Je crois pas qu'il y ait personne qui aime le puro pour ça. Après ça peut être cool dans certains matchs, mais on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de lutteurs qui utilisent ce côté stiffness pour masquer leur médiocrité autrement. Donc voilà, faut se méfier de ça. Mais voilà, ça va être des variations comme ça. Donc là aussi, ce que je voulais dire surtout, c'est que faut pas hésiter aussi à aller voir un peu dans différentes fédérations et différentes époques, parce qu'aussi à travers les époques, il y a eu des approches de booking différentes. Beaucoup de gens opposent Strong Style au Strong Style dont j'ai parlé tout à l'heure, le King's Road, en fait, qui correspond au style de catch pratiqué à la All Japan pendant une époque précise. Donc faut pas hésiter à aller voir à différentes époques. Un truc peut-être qui va un peu mieux se calibrer sur justement le côté stiffness, le côté utilisation de techniques d'arts martiaux réels, etc. Le plus ou moins grand réalisme, plus ou moins grosse focalisation sur une psychologie ou sur une tactique ou des matchs plus ou moins longs. Enfin bon, il y a quand même des variations. Il faut le savoir parce que vous pourriez très bien tomber en plein, notamment à l'époque actuelle, peut-être sur ce qui ne va pas vous correspondre. Et il ne faudra pas forcément pour ça rayer le puro de votre possibilité. Il y a peut-être des variations à l'intérieur de ce puro traditionnel du passé ou d'une autre fédération qui vont beaucoup plus vous plaire. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Alors maintenant, je voulais parler d'un cas particulier, une espèce de classique, un motif qu'on voit très souvent dans le catch japonais, et avec lequel perso j'avais eu énormément de mal au début que j'avais découvert le catch japonais. Donc en fait, ce classique-là, on le voit très souvent. En gros, c'est deux lutteurs qui se mettent face à face et qui se donnent des coups
genre comme s'ils étaient d'accord d'encaisser le coup de l'autre, avec l'idée d'un accord tacite. Bon bah tu me mets le tien, je te mets le mien, tu me mets le tien, machin, sans chercher à esquiver, sans chercher à faire un chemin détourné, vraiment genre le gros truc de bourrin. Bon. Et moi j'avais l'impression au début, je trouvais que c'était un peu gratos, et puis je comprenais pas pourquoi un mec aurait l'idée de prendre un coup dans la gueule sans chercher à l'esquiver s'il a moyen, quoi. Parce que souvent les deux mecs sont frais, tu vois, ils arrivent, bon. Voilà. Alors, maintenant je peux vous expliquer ce que c'est que l'idée de ce truc-là, et je pense que c'est important au moins de comprendre l'idée, parce que sinon ça va vite vous saouler, vu que c'est quand même de plus en plus présent. Enfin, c'est pas mal présent depuis 5-6 ans, là, facile. L'idée derrière ça, même plus que 5-6 ans d'ailleurs, l'idée derrière ça, c'est de se montrer en fait le plus fort que l'autre, mais pas par des chemins détournés, entre guillemets, parce que c'est pas comme si esquiver des coups c'était vraiment un chemin détourné, mais bref, c'est un peu comme ça que c'est compris. Mais genre, j'ai plus de mental, je suis plus fort que toi dans les frappes, je suis plus couillu, voilà, c'est moi le boss, quoi. C'est un peu un truc de gros macho, un truc comme ça, enfin, dans l'esprit, hein, c'est pas... Voilà. Et voilà, c'est un peu là, viens te la mettre, un peu de provoque, un peu de taunt comme ça, vas-y, ton coup me fait rien, je vais te montrer ce que je vais te mettre, voilà, c'est un peu un truc comme ça. Ouais, c'est un peu, alors, ça peut avoir un intérêt de domination psychologique, un peu, voilà, comme ça, faire un peu gros bras de fer, où on cherche pas à esquiver, on cherche pas à aller au sol, on cherche vraiment à montrer que, voilà, qui est le plus dur, quoi, c'est un truc comme ça. Voilà. Bon, perso, moi je trouve que ça, on l'a beaucoup trop souvent. À la limite, ça me gênerait pas quand c'est deux gros spécialistes et deux lutteurs pour qui ça colle bien avec leur personnage et leur personnalité comme ça. Quand Kobashi et Sasaki l'ont fait, c'était normal. C'était vraiment les deux gros bourrins, les deux gros strikers de chaque fédération qui venaient. Bon, c'était cool, quoi. Et puis il faut que ça soit bien vendu en plus. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de talent pour être bien fait, mais quand c'est bien fait, ça peut vraiment être kiffant. Aussi, les cas de figure où j'aime bien, c'est quand c'est un jeune qui affronte un vétéran et le jeune il donne tout ce qu'il a et tout, il donne des coups et le vétéran il fait style que ça lui fait rien alors que ça lui fait quand même des dégâts, mais il bluffe un peu. Puis là il lui en met une grosse race au jeune et là il est complètement déstabilisé, genre mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, ça lui fait rien, vous voyez. Ça c'est assez marrant. Bon, maintenant, même si on a ces cas de figure de temps en temps, des fois c'est bien fait, d'une manière générale il y en a beaucoup trop. Moi je sais pas, si j'étais président d'une fédération japonaise, j'interdirais ça, voilà. Parce que bon, c'est vraiment casse-couille, il y a l'impression qu'au bout d'un moment ils savent pas quoi faire, allez on fait ça. Voilà, c'est vraiment redondant et c'est chiant. Maintenant, à la limite, d'au moins comprendre le truc, ça va vous éviter de focaliser ce truc-là et que ça vous saoule. Donc vraiment, voilà, ça, c'est un truc à bien comprendre. C'est un grand classique du Puro, surtout, je dirais, depuis le début des années 2000. Ça a démarré là. Dans les années 90, c'était quand même beaucoup moins présent. Et donc le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est quand même, voilà, un truc majeur, la différence des règles dans le catch japonais par rapport au catch américain. Alors les différences sont très rares, mais il faut les savoir, sinon vous allez froncer les sourcils quand ça va arriver. La différence la plus visible, c'est qu'il n'y a pas de disqualification en dehors du ring. C'est-à-dire que si deux lutteurs vont en dehors du carré formé par les 4 cordes, s'ils vont dehors par terre, ils peuvent se mettre des coups de chaise, l'arbitre ne va pas les disqualifier. Après, s'il y a un abus, c'est-à-dire genre si les arbitres leur disent de revenir dans le ring et tout ça, ils bousculent l'arbitre, truc, ça peut finir par faire une disqualification. Mais voilà, il y a une grosse tolérance à ce niveau-là. Par contre, si un lutteur ramène la chaise dans le ring, là, il risque de se faire disqualifier quasi illico ou pas loin. Bon, il y a une certaine tolérance en fait dans le catch japonais, parce que il y a un côté, il faut voir aussi le fait à quel point ça va changer la physionomie du match. L'idée, l'arbitre ne veut pas faire une disqualification parce que ça va faire chier le public et tout ça. Et d'une manière générale, il y a beaucoup moins de matchs qui se terminent en disqualification au Japon. La deuxième différence, c'est les changements de titre peuvent avoir lieu même par compte à l'extérieur du ring ou disqualification. Donc il n'y a pas de façon cheap de s'en sortir pour un lutteur heel. Voilà, s'il se barre, il perd son titre à un moment donné. Bon, c'est très rare. Moi, j'ai vu qu'une seule fois, je crois, un titre changer de main sur un compte à l'extérieur du ring. Mais du coup, culturellement, aux États-Unis, on a l'impression que quand un lutteur gagne par compte à l'extérieur du ring, ça vaut pas grand-chose comme victoire. Au Japon, c'est complètement accepté comme une victoire. À la limite, tu fous un gros coup à l'extérieur du ring, tu reviens dans le ring et t'attends et tu gagnes. Et voilà, c'est pas une façon un peu cheap de s'en sortir. C'est solide. Voilà. Et le troisième truc, c'est pas une différence de règle, mais c'est une différence d'interprétation de cette règle-là. C'est le fait que les frappes au visage point fermé sont interdites. C'est interdit aux États-Unis aussi. Donc normalement, le Big Show, quand il fait son finisher avec son point fermé, normalement, il devait être disqualifié à tous les coups. D'ailleurs, c'était le cas au début, je crois, il le faisait dans le dos des lutteurs, enfin des arbitres au départ quand ils jouaient en équipe avec Chris Jericho. Maintenant, il le fait franco, personne ne dit rien. Voilà. Au Japon, si tu fais une frappe point fermé, l'arbitre va venir te faire chier, exactement comme quand tu veux pas casser la prise quand le gars a la main dans les cordes.
C'est un peu, voilà, il compte 1, 2, 3, genre arrête tes conneries, voilà. Donc si tu abuses de ça, tu peux te faire disqualifier et perdre le match à cause de ça. Donc c'est assez souvent, enfin il y a quelques lutteurs quand on fait une spécialité, c'est quand ils sont en galère, bam, un petit coup de poing, point fermé, l'arbitre vient les faire chier, ils disent c'est pas grave, ok, c'est pas... Voilà, genre Tenryu, moi j'adore quand il fait ça, ça fait vraiment le gros connard, donc j'adore. Voilà. Par contre, point fermé au corps, c'est-à-dire pas au visage, c'est toléré, il n'y a pas de souci. Donc ça, vous verrez peut-être que les mecs se mettent des claques à la tête, pas point fermé, ça fait un peu con des fois, mais en fait c'est qu'ils ont pas le droit d'avoir le point fermé, donc pour frapper la tête, tu te démerdes, soit tu mets une claque, soit tu mets un coup de coude, mais voilà, pas le point fermé. Voilà. Sinon, petite précision, tout est fait en anglais au Japon. En fait, tous les comptes, que ce soit 1, 2, 3 pour le compte des tombées ou les comptes à l'extérieur, c'est tout en anglais. Si vous posez la question, c'est simplement parce que le catch japonais à la base c'est une importation entre guillemets du catch américain. Le catch japonais il est relativement récent, il a été créé par l'affrontement entre un japonais et un américain sur des règles de fédération américaine qui sont venus faire des matchs au Japon. Enfin, en gros c'est ça. Si ça vous intéresse, je vais faire un diaporama dans quelques temps, un petit peu comme ce que j'avais fait pour la WWE, l'histoire de la WWE en 20 minutes. Je vais faire à peu près la même chose, je ne sais pas si ce sera 20 minutes, mais l'histoire du catch japonais en 20 minutes ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Bon, conclusion. Voilà, donc j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Après, dans la boîte d'infos en dessous, je vous ai mis quelques conseils de match. Voilà, un petit peu entre guillemets pour commencer. Enfin, c'est pas forcément les meilleurs matchs ou des matchs particulièrement hyper bons. Souvent, quand même des plutôt bons matchs, voire excellents, mais souvent c'est plutôt des combats, je vais mettre pas trop longs et qui poussent pas plein de traits spécifiques au Puro en même temps trop loin. Pour pas que ce soit un peu too much, parce que je pense qu'il y a quand même certains combats qui sont pas très faciles à appréhender si on n'est pas trop habitué. Et puis de toute façon, je pense que c'est pas plus mal de se garder les meilleurs sous le coude pour quand vous serez plus habitué ou vous les apprécierez du coup mieux en gardant cet effet de surprise de découvrir le truc. Voilà. J'ajoute aussi que je mettrai peut-être sur cette chaîne YouTube des vidéos de combat japonais avec mes commentaires par-dessus où je reprendrai peut-être des trucs que j'ai dit dans cette vidéo. Donc vous pourrez toujours checker ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'en fait j'ai été clair et que ça servira. N'hésitez pas à balancer la vidéo sur d'autres forums si vous voulez ou à des potes pour faire découvrir le Puro. J'ai vraiment essayé de me baser sur ce que j'aurais aimé qu'on me dise finalement quand moi j'ai commencé à découvrir le Puro et ce que j'avais ressenti au début. C'était il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je voulais la faire là assez rapidement parce que après je vais peut-être oublier comment j'étais à l'époque. C'était en gros, je sais pas, en 2008-2009 par là, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et maintenant, vous voyez, c'était il n'y a pas très longtemps et maintenant c'est ce que je préfère. Alors, sachez quand même un truc, le Puro actuel, là, depuis à peu près, je dirais 2006-2007, est quand même beaucoup moins bien que ce qu'il a été avant, début des années 2000 et encore avant. Donc, si vous regardez des trucs actuels, ça va peut-être pas vous plaire. Maintenant, où regarder du Puro quand même, ça peut être intéressant, c'est beaucoup sur les chaînes YouTube, Dailymotion ou sur les sites de téléchargement spécialisés, catch, type Extreme Wrestling Torrents, Pro Wrestling Torrents, ce genre de trucs. Bon, après je suppose qu'on peut en trouver aussi sur d'autres types de téléchargement, donc ça aussi je vous les mets en dessous, mais bon, à un moment donné, si on veut vraiment suivre beaucoup de catch, on est obligé d'aller sur ces sites-là. Mais voilà, il y en a, de toute façon, les matchs que je vous ai mis les liens YouTube ou Dailymotion, donc à un moment donné, c'est aussi disponible tout simplement comme ça. N'hésitez pas aussi à checker les autres vidéos que j'ai faites sur le Puro, type point Puro, ou quand je parle de match ou de show, ça peut, voilà, ça sera un peu moins pour les néophytes, mais ça peut peut-être vous intéresser, et puis je parle un peu de l'actualité, ce genre de trucs, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine avec une autre vidéo, je ne sais pas encore quoi. Bye.